Emine qui dit: Salut Thibaut, une question vis-à-vis de ta gestion du risque. Tu fais partie, pardon, non, fais-tu partie de l'école qui préconise de hold son bag, peu importe les fluctuations, et vendre quand les targets sont atteints? Ou bien penses-tu qu'il faut être pertinent de se dérisquer de manière partielle quand le marché devient baissier, en vendant une partie de son bag, en rachetant quand le marché devient haussier? Moi, aujourd'hui, je me rends compte, et ça, il n'y a pas que moi qui le dis, mais il y a aussi tout un tas d'études aujourd'hui qui existent sur le marché, que ceux qui s'amusent à essayer de timer le marché et se disent, selon leur propre volonté, leur propre vouloir, essayer de se dire, bah là, c'est bas, je vais racheter, ou quand le marché va baisser, je vais essayer de racheter à ce moment-là, ou d'essayer vraiment de timer selon leurs propres sentiments, si tu veux, et leur propre compréhension du marché, en général, ça pue. Moi, je me rends compte que et tu regardes historiquement dans la crypto, historiquement parlant, ceux qui gagnent le plus d'argent en crypto, c'est qui? C'est les fondateurs de projets, c'est les plateformes d'échange centralisées, évidemment, parce qu'elles gagnent sur les frais de change, les frais de transaction, c'est des market makers, et ceux qui font du buy and hold. C'est tout. Tous ceux qui font du trading, de l'effet de levier, ou qui essayent de timer, et je ne te parle pas de timer sur du long terme, parce qu'évidemment, même quand tu fais du buy and hold, tu vas timer aussi d'une certaine manière, parce que tu ne vas pas garder ton truc sur 40 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez rare. En général, tu vas essayer de timer des périodes, tu vois, plutôt de 4 ans, quand on suit les périodes historiques. Mais quand tu es dans une conformation où, en fait, tu fais ça sur le court terme, et quand je dis le court terme, c'est quelques semaines à quelques mois, hein. En général, ça se retourne contre toi et tu fais le bilan sur un cycle, voire sur 2 cycles, tu te rends compte que tu as sous-performé juste le buy and hold du Bitcoin. Même après un dip de 80% en bear market. Et ça, c'est le cas de beaucoup, beaucoup de personnes. Même ceux qui, a priori, avaient gagné de l'argent, étaient sortis en stablecoin sur le cycle de 2021, qui ont pu peut-être rentrer et tout. Au bout d'un moment, il y a eu des opportunités, ils sont rentrés, ils se sont fait avoir, ils ont essayé de timer à un moment donné le truc et tout. Et ils se rendent compte que quelques années après, en finale, ils ont sous-performé juste le buy and hold de Bitcoin et ils en seraient sortis bien mieux s'ils avaient juste fait du buy and hold DCA sur du Bitcoin sur plusieurs années. Ça, c'est la réalité, hein. C'est pour ça que je te dis que l'approche, moi, je me rapproche beaucoup plus de ton premier cas de figure, de l'école qui préconise le buy and hold de son bag et de se dire, en fait, j'achète des projets et je suis des projets. C'est-à-dire que pour moi, en crypto, il y a un vrai suivi de marché. Il y a une vraie veille active de portefeuille, une vraie veille active des différents projets que tu as. C'est pas parce qu'à un moment donné, tu as fait ton analyse fondamentale, ton analyse on-chain, ton analyse technique sur des projets que ça sera toujours le cas dans les prochaines semaines, prochains mois, voire prochaines années. Donc, il y a un vrai suivi des projets que tu as en portefeuille. Et plus ça va être risqué, plus ça va être important de suivre en fait ces différents projets. Mais pour avoir de la conviction, pour maîtriser ce que tu fais et pour renforcer dans des moments où en fait ça baisse, où tout le monde se désintéresse, si derrière on te dit c'est pourri le projet, il sert à rien, tout le monde te dit que c'est pourri, mais que toi tu te rends compte d'un point de vue fondamental, le projet il est génial et qu'en plus de ça, tu te rends compte que d'un point de vue on-chain, je sais pas, tu as des baleines qui continuent d'accumuler, que d'un point de vue technique, c'est sur des super niveaux, des super supports pour en accumuler, tu vas le faire en fait, tu vois. Et je pense que moi, cette approche-là, elle réussit beaucoup plus pour la majorité des personnes et surtout pour la majorité des particuliers, parce que la majorité de ces personnes n'ont pas du tout les mêmes armes. Et que quand on regarde ceux qui font du trading du court terme, ça peut marcher une fois, ça peut marcher 2 fois. Mais sur le long terme, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu te rends compte que tu as fait nettement moins bien que d'avoir juste fait du buy and hold de Bitcoin. Et que si ton objectif, c'est d'acheter des alts, si tu décides d'aller sur des alts, c'est pour surperformer le Bitcoin et l'Ether. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Tu vas rester sur du Bitcoin et de l'Ether. Mais si au final, quand tu fais le bilan, tu te rends compte que non seulement tu n'as pas surperformé le Bitcoin et l'Ether, tu l'as sous-performé, tu as pris plus de risques pour moins de rendement. Et je pense que si tu te situes dans la deuxième catégorie en te disant, moi, je vais essayer de timer sur le court terme à chaque fois, sur des buys de rumeurs, celles de news, machin et tout, et que tu n'es pas juste dans une dynamique où en fait, tu suis tes projets, t'achètes dans des périodes de capitulation où tout le monde se désintéresse. Si ça baisse plus bas, tu continues. Et ensuite, tu les détiens parce que tu as une vraie conviction et parce que tu sais que d'un point de vue macro, un peu comme ce que j'explique là, hein, tu es convaincu que d'un point de vue macro, le truc, ça va aller plus haut qu'aujourd'hui. Tu vas avoir beaucoup plus de chances de sortir avec des plus-values et des bénéfices parce que tu as pris ton risque à l'achat. Tu vas pouvoir être beaucoup plus conservateur à la vente que les personnes qui vont essayer de timer les news et les machins parce qu'en général, ça fonctionne pas. Et il y avait même une news, il y avait même une étude que je vous avais présentée qui démontrait que en général, sur un cycle crypto, quand on est sur des performances, les périodes les plus importantes en termes d'euphorie ou périodes paraboliques sur la crypto, en général, les plus grosses performances, ça se fait sur l'équivalent sur 365 jours, donc sur une année. Il y a 10 jours sur l'année où
on a le plus gros des performances sur le marché crypto. D'accord? Donc, je vous laisse imaginer. Ça veut dire que, par exemple, il y avait l'étude que j'avais montrée la dernière fois sur une vidéo sur YouTube. Je montrais que sur 2017, là où on a eu quand même un super cycle sur le marché crypto, euh, on pouvait avoir, si quelqu'un faisait juste du buy and hold, donc il achète, il hold, et du coup, il profite de ces 10 jours les plus performants sur le marché crypto, qui peuvent être hyper soudains. Une baleine qui arrive, qui achète d'un coup un truc, un ajout de liquidité. Enfin, les mouvements, ils sont hyper soudains en crypto. Quelqu'un qui fait du buy and hold, a priori, il a beaucoup plus de chances et de probabilité de profiter de ces 10 jours les plus productifs. S'il en avait profité, il fait des performances annualisées de 1700% sur cette année. D'accord? Si par contre, il loupe les 10 meilleurs jours, il se retrouve presque en négatif en termes de performance sur cette même année. C'est un truc de fou. Et la probabilité que tu loupes, pas forcément les 10 jours, mais que tu loupes une partie, voire la totalité des jours les plus performants en crypto, si tu t'amuses à timer en fait le marché selon ton bon vouloir et sans avoir une approche purement de buy and hold, parce qu'il y a beaucoup de manipulation aussi, hein, on le voit, hein, depuis le départ, il y a presque que de la manipulation, c'est hyper élevé. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, la stratégie gagnante, et ça vraiment, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, vous ferez votre propre idée sur le sujet, les gars, hein. Ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est les market makers, les fondateurs de projets et ceux qui font du buy and hold. C'est tout. Ceux qui s'amusent à faire du trading, vous faites le bilan quelques années après, les mecs, ils ont sous-performé le Bitcoin, ils ont sous-performé l'Ether. Et en général, ça marche pas du tout pour eux. Quand bien même, ils ont réussi un cycle. Hein, parce que tu peux réussir un cycle, et puis après, le cycle d'après, tu penses que tu es un génie, tu réinvestis tous tes actifs un peu n'importe comment, tu te fais rect et tu perds tout l'argent que tu as investi avant parce que tu pensais que tu étais capable de timer correctement le marché. Donc moi, je reste vraiment dans cette dynamique-là, et c'est ce qu'on enseigne hein, avec Mickaël, notamment dans le programme Crypto Investisseur, et qu'on continue avec une élongation aussi sur le programme d'accompagnement. C'est ce qu'on fait à titre personnel. C'est on investit dans des moments où en fait tout le monde s'y désintéresse comme aujourd'hui, d'accord. Des projets à forts fondamentaux, des projets qui demandent une veille active. Une fois que tu investis sur des projets comme ça, bah, tu t'investis pas n'importe comment, mais tu vas les suivre. Si ça baisse et que tout le monde s'y désintéresse et que tout te fait croire, tout te montre que bah, finalement, il y a des vraies accumulations et des trucs intéressants, tu vas continuer d'accumuler. Parce que le risque, tu le prends à l'achat. Et à partir du moment où ça augmente, tu pourras te permettre d'être beaucoup plus conservateur. Parce que quand les mouvements haussiers arrivent, vous allez voir, hein, quand le marché va se retourner, comme par hasard, on va passer là de l'extrême fear à l'extrême grid d'un coup. Tout de suite, ça va être en mode non, mais je vous l'avais bien dit, le marché il augmente et tout. Sauf qu'au moment où tout le monde va être en extrême grid, bah, peut-être que ceux qui disaient bah, moi je vais timer, ils vont louper cette augmentation de marché. Et au lieu d'acheter 300%, de pouvoir acheter et d'avoir des performances de 300% à la hausse, par exemple, lors de la news, lors de l'augmentation, bah, les mecs, ils vont acheter 300% plus haut. Donc, ils vont avoir un risque qui est beaucoup plus élevé et des performances beaucoup plus faibles. Donc, pour moi, ça, c'est hyper important. Acheter dans des périodes où tout le monde s'y désintéresse. Pour ça, il faut savoir ce qu'on fait. Suivre ses actifs, faire une veille de marché, c'est hyper important. Beaucoup de gens le négligent, ça, mais c'est hyper important. Et ensuite, avoir de la conviction. Et donc, pour avoir de la conviction, quand ça baisse, on rachète, etc., etc. Surtout quand on est sur un marché aussi volatile que la crypto, parce que la moindre news peut faire pivoter le truc du jour au lendemain. Là, on a des prix qui sont suppressés, on peut dire artificiellement ou non. Mais du jour au lendemain, s'il y a une vraie volonté de faire augmenter les cours, vous allez voir que ça va augmenter très très vite. Et vous allez voir que tous ceux qui disaient ah non, mais ça peut descendre plus bas, ou je ne vais pas acheter de l'Ether à 2000 balles parce que ça peut aller à 1500, 1600, c'est possible. Mais quand bien même ça descendra à 1600, vous allez voir qu'il y en aura plein qui diront bah, ça va descendre à 1100, et puis après ça va descendre à 700, etc. En fait, ça sera jamais assez bas pour la majorité des gens. Et tout comme quand ça augmente, ça sera jamais assez haut pour la majorité des gens. C'est pour ça qu'il faut faire l'inverse. Donc pour tous ceux que ça intéresse, hein, crypto investisseur, vous avez le lien juste en dessous, et vous avez la partie accompagnement aussi où on vous accompagne avec Mickaël durant tout le cycle dans la description de la vidéo. Alors, Seb qui dit faut-il s'attendre à des bonnes nouvelles le 7-03 possible. Ça aussi, ça me fait toujours rire parce que la dernière fois, je crois que c'était hier, où tout le monde disait ouais, Trump il va faire une super news et tout. Et moi sur Twitter, je m'amuse à dire pourquoi ça serait forcément une news sur la crypto. Tout le monde pense que ça sera forcément lié à la crypto. Et en fait, ça n'a pas du tout été lié à la crypto. Donc les mecs, ils ont été déçus. Mais on verra. Le 7-03, c'est possible qu'il y ait une news. D'ailleurs, aussi, un truc intéressant, c'est que la baleine là, qui avait fait un long effet de levier 50 sur Bitcoin et Ether, qui est clairement du délit d'initié, on est d'accord, a renommé son adresse et son nom
au 7 mars. D'accord. Il s'est appelé le 7 mars. Donc, a priori, il doit connaître un truc pour se dire tiens, il y a de la spéculation en se disant tiens, peut-être qu'il se passera un truc le 7 mars. Donc, c'est possible. Voilà, peut-être que là, il y aura la mise en place de la réserve stratégique. Peut-être qu'il y aura quelque chose. Donc, oui, on peut s'attendre à avoir quelque chose d'intéressant là-dessus. Emine qui dit d'accord, je comprends ton point de vue, mais que faut-il faire si le cycle était différent et que le top était effectivement le 9 janvier? On risque de perdre nos gains et de se retrouver en bear. C'est le risque que tu es prêt à prendre quand tu fais du buy and hold. En fait, quand tu fais du buy and hold, c'est pas le buy. Quand je dis buy and hold, c'est pas buy and hold à n'importe quoi, n'importe comment. D'accord. Tu as aussi les scénarios. C'est comme tout. Tu as un scénario dans lequel tu te dis si le marché descend pas en dessous de ces niveaux-là, je considère qu'on est toujours dans une tendance haussière. Donc, je considère que le bear market, pour moi, n'a pas lieu. Que le scénario le plus probable, c'est qu'on ait une continuation de la tendance et qu'on soit toujours en boule. Donc, j'accepte de prendre le risque de faire du buy and hold. Tu vois, c'est tout ce que je fais là sur cette vidéo YouTube, ce que je fais aussi dans l'accompagnement et tout. Mais tu vois, il y a tout un tas de données, de métriques. Là où c'est un gros problème, et je suis d'accord avec toi, c'est les mecs qui se disent buy and hold, pas vendu, pas perdu, peu importe les conditions de marché. Ça, c'est complètement con. Si demain on part vraiment en bear, imaginons que là on soit dans le scénario le plus pourri et qu'on se dit vraiment on a eu le top et on part en bear. Tu as vraiment intérêt à vendre. Tu fais pas de buy and hold. À part si tu t'amuses à le faire sur du Bitcoin et de l'Ether, et encore, et encore. Mais la plupart des alts, si on part en bear, là, ils prennent tous encore, même aujourd'hui, moins 99% dans la poire. Et la grosse majorité ne remonteront jamais. Donc, c'est évident qu'il n'y a aucun intérêt à les garder en bear market. Quand je parle de buy and hold, c'est du buy and hold dans des moments opportuns, dans des moments où on a des retournements de tendance, où on est sorti du bear, où on a une continuation de la tendance haussière, ce qu'on est en train de vivre potentiellement aujourd'hui. Là, il y a un intérêt de faire ça parce que tout peut changer rapidement. Et tu as beaucoup plus de chances et de probabilité de t'en sortir gagnant en faisant ça. Par contre, de faire le buy and hold à tout prix, diamond head, pas vendu, pas perdu, ça, c'est du foutage de gueule. Et la plupart qui font ça sont des gens, en fait, qui ne sont pas prêts à voir la vérité en face, qui se disent tiens, je suis en dessous de mon prix d'achat moyen sur mes projets, et donc j'espère que mon projet va remonter. Ils gardent leur projet pendant 4 ans. Finalement, ça ne redépasse pas le précédent plus haut sur le cycle d'après parce que la grosse majorité des projets ne redépassent pas leur précédent plus haut, et tu te fais recte pendant des années et des années, et tu continues de sous-performer le Bitcoin et l'Ether. Donc, tu vois, c'est arriver à comprendre l'intérêt du buy and hold dans des périodes très spécifiques parce que tu augmentes tes chances et tes probabilités de réussite et de ne pas te faire sortir de marché dans des pires moments parce qu'il y a un intérêt de faire sortir ce qu'on dit les week-ends, hein, les mains faibles sur le marché. Et donc, du coup, pour faire ça, il faut comprendre ce que tu fais. Il faut accumuler dans des périodes dans lesquelles vraiment tu crois, quand tu as de la conviction et que tu suis vraiment tes projets. Il faut comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et si par contre, après, tu as tous les indicateurs que tu suis, que ce soit on-chain, macro, empirique ou ce que tu veux, qui te disent tous, les gars, là, on a atteint le top et là, on arrive en bear et la probabilité qu'on ait une continuation de la tendance baissière, elle est hyper importante. Ça serait débile de garder ton truc, tu vois. Surtout aussi, si, même si tu penses que le marché va augmenter, si tu as fait de l'argent et que tu n'es pas serein à perdre les plus-values latentes que tu as sur ton portefeuille, prendre des plus-values, même si ça peut augmenter plus haut, il n'y a aucun problème. Pour moi, il n'y a aucun problème. Tu peux prendre des plus-values, en fait, quand tu veux, tu vois. Mais c'est deux poids de mesure. Le souci de beaucoup de gens, c'est qu'ils se disent, bah, en bear, je vais pas acheter parce que au final, ça peut toujours baisser plus bas. En général, ils achètent en boule quand c'est les pires moments. Et quand ça retrace, les gars, ils savent pas ce qu'ils ont en portefeuille, donc ils revendent à perte et ils se prennent les portes des saloons des deux côtés. Ils vendent quand ça baisse et ils augmentent et ils achètent quand ça monte. Donc, en fait, ils font totalement l'inverse. Pour avoir cet esprit contrarien, il faut arriver à lire en fait entre les lignes et de pas suivre en fait ce que font la majorité des participants en crypto. Je sais pas si j'ai été plus clair, Evin. Et comme dit Eddy, hein, le trading, même les pros et les banques d'investissement perdent exactement, exactement. Freak Trade qui dit ma petite routine du mercredi matin, salle de sport en vous écoutant en podcast. Salut Freak Trade. Investissement, super trading, le secret, la patience, exactement. Et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas gagner de l'argent avec du trading, hein, d'accord. Il y a plein de choses qu'on peut faire de manière intéressante sur le trading. Le gros problème, c'est que c'est souvent mis en avant par des gens qui n'ont pas de compétences, qui gagnent de l'argent parce qu'ils vont vous filer des liens d'affiliés de merde sur Bybit, sur Femex, et eux gagnent de l'argent quand vous, vous en perdez. Et ça, je trouve pas ça normal. Je le dis depuis des années sur cette chaîne YouTube, mais ça, je trouve pas ça normal. Quand vous regardez les chiffres, la grosse majorité des participants perdent de l'argent avec du trading. Ce n'est pas parce que vous gagnez une fois que vous allez gagner une deuxième, etc. Et que très souvent, vous allez avoir tendance à sous-performer. Et qu'il y a
que les gens qui arrivent à en gagner, en fait, vraiment de l'argent sur du trading, ça existe, mais c'est un métier de olympique. Pour moi, c'est comme si vous vous disiez, bah, je m'entraîne à faire un marathon ou de la course et je vais battre Usain Bolt. Bah, a priori, la probabilité que vous allez battre Usain Bolt, elle est quand même relativement faible. Vous vous entraînez autant que vous voulez, hein, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, la plupart des professionnels, on peut le voir, hein, ceux qui font même de la gestion active, j'en parle beaucoup sur mon autre chaîne YouTube Éternel étudiant, hein. Il y a l'étude Spiva que je vous invite à regarder aussi, qui démontre que la grosse majorité des professionnels de la finance, donc des gestionnaires de fonds, pour plus de 95% d'entre eux, sur une période de 20 ans, sous-performent la gestion indicielle. Sous-performent la gestion indicielle. 95% d'entre eux, ils gèrent des milliards, d'accord. C'est pas le même type de gestion d'actifs, on est d'accord. Mais ils dépensent des centaines de millions sur des analystes, sur des modèles quantitatifs, d'intelligence artificielle, tout ce que tu veux. Ils ont tous les modèles les plus extrêmes et possibles, sophistiqués du monde. Ils ont même des fois des fibres noires quand ils font des trades à la nanoseconde et tout. Même malgré ça, pour 95% d'entre eux, ils n'arrivent pas à surperformer le marché sur une stratégie buy and hold, gestion indicielle type ETF. Donc, a priori, le glandu sur Twitter qui fait deux, trois analyses techniques sur Twitter, voilà. J'en dirai pas plus. Hein. Je pense que vous connaissez mon point de vue sur le sujet. Hein. Et ça ne veut pas dire sur le court terme, vous ne pouvez pas faire des coups, vous ne pouvez pas faire des machins. Mais sur le long terme, parce que c'est toujours pareil, hein, vous pouvez surperformer. Les mecs qui disent, mais si, regarde, j'ai surperformé. Mais frérot, tu as surperformé pendant 3 jours. Tu as surperformé pendant une semaine. Montre-moi ton track record pendant 8 ans. Montre-moi que tu as surperformé juste le simple buy and hold sur Bitcoin pendant 8 ans avec du trading. Là, vous verrez que tout de suite, il y aura moins de monde. Voilà. Tous ceux qui s'amusent à mettre des plus-values latentes aussi en disant regardez, j'ai gagné de l'argent avec du trading machin, très souvent, c'est des infos qui sont fakées. Et très souvent, c'est des mecs qui vont te montrer un trade gagnant alors que les mecs, ils ont fait 1000 trades perdants derrière et que globalement, ils sont dans le trou. Ou ils sont sur des comptes démo aussi. Il y en a plein qui s'amusent à faire des trucs, mais ils sont sur des comptes démo. Donc, c'est comme tout. Hein. Tu peux gagner de l'argent dans l'immobilier, tu peux gagner de l'argent en crypto, tu peux gagner de l'argent en bourse, tu peux gagner de l'argent partout, tu peux gagner de l'argent avec du trading. Ça serait faux, ça serait des conneries de dire tu peux pas gagner de l'argent avec du trading. Mais c'est un métier. Voilà. Le trading, ça reste un métier, c'est un métier de haut niveau, c'est un métier de professionnel, c'est un métier olympique, même j'ai envie de dire. C'est tellement, psychologiquement, c'est tellement difficile à gérer que je pense que c'est pas du tout adapté pour la grosse majorité des participants. Et qu'il y a un gros biais du survivant là-dedans en pensant que, en fait, c'est simple d'accès. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est simple d'accès parce que tout le monde peut faire une analyse technique. Tout le monde peut aller sur TradingView et tracer 3 courbes en disant ah bah regarde, là il y a un support, là il y a une résistance, ah bah là il y a un bull flag, ah bah là il y a une cup et une anse, une tasse et une anse, ah bah là c'est signe reversal, ah bah là j'ai épaule, tête, épaule. Tout le monde peut faire ça. En fait, globalement, c'est pas ultra compliqué. Les retracements de Fibo, les élongations, les extensions de Fibo, c'est des outils en fait qui sont assez faciles à utiliser et à appréhender. Par contre, de les adapter à sa propre stratégie et être capable, malgré tout ça, malgré tous ces outils, le RSI, le MACD, les démultiplications, même Ishimoku, hein, on peut parler d'Ishimoku, hein, ça fonctionne très bien. La majorité des gens qui peuvent utiliser cet indice, même si pour moi, cet indicateur Ishimoku, c'est extraordinaire, je ne suis pas persuadé que tous ceux qui utilisent Shimoku déjà savent comment l'utiliser et gagnent de l'argent. Parce qu'il faut que ce soit une stratégie qui nous corresponde à nous. Donc en fait, utiliser un indicateur technique, c'est pas ça qui fera que tu vas gagner de l'argent. Et c'est ça qui, je pense, est très mensonger dans ce truc-là, c'est qu'on fait croire aux débutants et aux jeunes participants que c'est simple d'accès parce que, bah, encore une fois, aller sur TradingView, se créer un compte, tracer 3 courbes, bull flag, bear flag ou ce que tu veux, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Regardez les résultats de tous ceux qui font du trading. Ils perdent de l'argent. C'est qu'a priori, c'est pas si simple que ça. Et que tu as beau avoir tout un pattern technique en te disant ah bah regarde, par le passé, il s'est passé tel truc, donc aujourd'hui, potentiellement, on peut faire ça. Pareil, il y a plein d'études, j'en ai parlé sur Éternel étudiant, qui disaient que est-ce que finalement l'analyse technique, c'est pas du gros bullshit. Et mon a priori sur le sujet, et je me suis basé sur des études académiques, d'accord, c'est pas sorti de mon cerveau. Le postulat de ce truc-là, c'est de dire que non, c'est pas du bullshit, que ça peut être un outil intéressant, tout comme l'analyse fondamentale, tout comme l'analyse on-chain en crypto. Ça reste des outils intéressants et pertinents pour pas acheter n'importe comment, surtout quand tu as une vision très long terme. Le seul problème, c'est que si tu fais du trading et que tu utilises des modèles d'ordinateur pour vérifier si ton modèle de trading il est quantifiable, vérifiable et s'il fonctionne plus de fois que ce qui ne fonctionne pas, tu te rends compte que la plupart de ces approches ne marchent pas. Parce que tu vois, même l'analyse fondamentale, on peut se dire, tiens, j'analyse des projets comme ce que fait par exemple Warren Buffett. Hein. Warren Buffett, c'est un peu le père avec Benjamin Graham du value investing. D'accord. Donc, l'analyse
fondamentales des entreprises, etc., et d'investir sur le très long terme. Ça a très bien fonctionné pour eux. Il y a le bouquin de Benjamin Graham, qui est quand même l'innovateur extrême, qui a été même le mentor de Warren Buffett, a publié un bouquin qui s'appelle L'investisseur intelligent depuis des années, où on a toute l'approche de Warren Buffett et toute l'approche de Benjamin Graham. A priori, aujourd'hui, il n'y a qu'un Benjamin Graham, il n'y a qu'un Warren Buffett, et il n'y a eu que presque Berkshire Hathaway qui a eu des performances comme ça depuis la création des fonds d'investissement. Il y a eu quelques gros fonds qui ont pu obtenir des bons résultats, comme Peter Lynch, comme Ray Dalio, ou ce que vous voulez. Mais derrière, c'est extrêmement rare. Et pour en revenir au côté analyse technique, je pense que c'est intéressant quand on a les bons outils et quand on a les bonnes méthodes et quand on a une vraie vision de long terme pour pas acheter n'importe comment, parce que ça représente quand même globalement la psychologie du marché, la psychologie des foules. Et ça, je pense que c'est hyper pertinent. Par contre, de se baser une approche d'investissement sur le court terme, qui plus est, sur une approche purement technique, les études académiques démontrent qu'en fait, c'est pas reproductible. Que ça peut marcher une fois, mais que par le passé, on va trouver plein d'exemples en fait sur lesquels ça va pas marcher, et que ça se rapproche beaucoup plus du côté astrologie, en fait, de se dire ah bah tiens, là tu es un astre ascendant cochon ou ce que tu veux, et donc tu vas gagner des thunes. Et qu'en fait, souvent l'être humain qui va créer son approche trading avec ses indicateurs va te montrer toutes les fois où ça a marché, mais il va occulter toutes les autres fois où ça n'a pas marché. Tu vois. Et donc, c'est ça où, en fait, ça peut être dangereux. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas gagner de l'argent, mais il n'y a pas qu'une approche de trading. Il y a autant d'approches de trading qu'il existe aujourd'hui d'individus sur Terre. Et je pense que c'est plutôt pour des personnes qui sont aguerries, surtout pour ceux qui font du court terme. Parce que pareil, même dans le trading, tu as plusieurs approches. Tu vas avoir le trading ultra court terme, notamment le scalping, d'accord. Le scalping. Donc là, tu le fais sur des minutes ou à la seconde. Ça, pour moi, tu l'évites à 100% des cas. Je suis convaincu qu'il n'y a pas grand monde qui gagne de l'argent avec ça. Même les professionnels aujourd'hui, même ceux qui font à la nanoseconde, vraiment, ils ne gagnent pas d'argent. Vraiment, pas énormément d'argent avec ça. Donc, tout ce qui est scalping en crypto, sur le forex et tout, c'est du gros foutage de gueule, ça marche pas. Après, tu vas avoir le day trading. Donc là, ça va être sur la journée. Tu vas prendre des positions dans la journée, tu vas les revendre dans la journée aussi. Ça, pareil, en général, c'est ultra destructeur et ça fonctionne pas pour la grosse majorité des gens. Et après, tu vas avoir le swing trading. Le swing trading, c'est investi sur des tendances, sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et là, tu as peut-être quelque chose à faire où tu te dis, bah tiens, là, on est sur une tendance plutôt baissière. Tu vas avoir plusieurs scénarios et tu investis sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais tu vois, ça dépend de la manière dont tu veux faire. Mais quand on parle de swing trading, du coup, on parle d'un truc plus long terme. Tous ceux qui sont là sur le court terme à te dire, vas-y, machin, j'investis aujourd'hui pour racheter demain, puis là, ça a baissé, donc je vais racheter, je vais revendre. En fait, tous les mecs qui font ça, t'es sûr qu'ils gagnent pas une thune.